Vous avez certainement entendu parler du projet de règlement européen Chat Control et vous avez peut-être entendu que l'Union européenne venait d'adopter un règlement pour scanner tous vos messages, y compris sur les messageries chiffrées de bout en bout. Alors le problème, c'est que les médias confondent en réalité deux textes. Chat Control 1.0, Chat Control 2.0. Je vais volontairement utiliser cette appellation pour essayer de faciliter un petit peu la compréhension. Donc cette vidéo a pour objectif en réalité de répondre à 3 questions. Que s'est-il vraiment passé en juillet 2026 ? Que peut-il encore se passer par la suite ? Et enfin, pourquoi ce dossier est-il aussi dangereux ? Alors, faisons dès à présent la distinction entre Chat Control 1.0, on va l'appeler comme ça, le numéro du règlement s'affiche sur votre écran, et quel est ce texte, et puis on va comparer avec Chat Control 2.0, un règlement permanent qui a été proposé par l'Union européenne en 2022, mais qui à ce jour n'a pas encore été adopté. Alors, Chat Control 1.0, c'est une simple dérogation temporaire à une directive européenne bien connue, la directive e-privacy pour vie privée et communication électronique, une vieille directive. Alors, dérogation à cette directive, pourquoi ? Eh bien parce que, en principe, la directive e-privacy interdit aux fournisseurs de messagerie de fouiller le contenu de vos communications. Le règlement 1.0 lève cette interdiction pour un objectif précis. Il va autoriser les fournisseurs, sans les y obliger, à analyser sur leur propre service, messages, courriels et images, afin d'y détecter des contenus pédocriminels, de les signaler aux autorités et de les retirer. C'est une faculté, pas une obligation. En pratique, ce sont surtout de grands services non chiffrés ou chiffrés côté serveur qui vont donc appliquer cette faculté, donc des messageries et des courriels de type Gmail ou Messenger qui vont donc se servir de cette faculté. Les services chiffrés de bout en bout, comme WhatsApp ou Signal, n'y sont pas soumis. Un fournisseur ne peut pas lire ce qu'il ne déchiffre pas par définition. Alors maintenant qu'on a compris ce qu'était Chat Control 1.0, qu'est-ce que Chat Control 2.0 ? Eh bien, c'est un tout autre animal. C'est une proposition de règlement européen, idem, je vous mets la référence à l'écran, qui vise quant à lui un cadre permanent et non pas une dérogation qui doit être renouvelée. C'est cette proposition qui prévoit des ordres de détection, donc on n'est plus sur la faculté mais sur l'obligation. Un nouveau centre de l'Union européenne contre les abus sexuels sur enfants et des obligations qui, elles, menacent réellement le chiffrement de bout en bout, mais également, et je vous en parlerai, nos droits et libertés individuelles. La différence de fond tient donc en un mot, le 1.0 autorise, le 2.0 oblige. Le 1.0 est une faculté temporaire, il ne crée pas d'ordre de détection ni d'obligation de surveillance, alors que le 2.0, lui, bascule vers l'obligation et la surveillance généralisée. Attention cependant à ne pas présenter le 1.0 comme totalement inoffensif, puisque du côté utilisateur, en réalité, ce sont bien tous vos messages sur ces services qui peuvent être analysés par les fournisseurs, sans soupçon de culpabilité préalable, sans mandat, sans contrôle d'un juge. Et cette surveillance est déléguée, vous l'avez compris, à des entreprises privées, majoritairement américaines, puisque nous sommes dépendants aujourd'hui à plus de 80% des entreprises américaines pour tous ces services. Et les outils employés sont probabilistes, ils génèrent des faux positifs, parfois en très grand nombre. C'est ce qui a d'ailleurs poussé le service juridique du Conseil de l'Union européenne lui-même à dire qu'il s'agissait d'un scan généralisé des communications qui est incompatible avec la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Alors maintenant que vous avez un petit peu compris ce cadre général, que s'est-il vraiment passé en juillet 2026 ? Alors pour comprendre ce qu'il s'est passé,
il faut faire, je suis désolée, un point de procédure. On est en droit de l'Union européenne, donc qui dit droit de l'Union européenne dit bien évidemment un droit avant tout procédurier. Alors, en mars 2026, le Parlement européen refuse dans un premier temps de prolonger la dérogation volontaire à la directive e-privacy. Normalement, l'histoire s'arrête là, c'est-à-dire que les fournisseurs ne disposent plus de cette dérogation à la directive e-privacy. Sauf que l'histoire qui devait s'arrêter ne s'arrête pas là. C'est ici en réalité qu'intervient un tour de force procédural, un tour de force en 3 temps. Le 2 juillet, le Conseil de l'Union européenne adopte une position qui reprend celle de la Commission et renvoie le texte au Parlement pour une deuxième lecture avec l'objectif de faire revivre la dérogation jusqu'au 3 avril 2028, donc pour une nouvelle période de 2 ans. Le 7 juillet, c'est le deuxième temps, le 7 juillet, le Parlement approuve une procédure d'urgence qui court-circuite l'examen en commission et envoie le texte directement en séance plénière devant le Parlement la dernière semaine, avant les vacances d'été, dans un hémicycle quasiment vide. Troisièmement, et c'est le point décisif, en deuxième lecture, les règles vont s'inverser. Si en première lecture, une majorité simple suffit pour rejeter le texte, en deuxième lecture, pour rejeter ou amender la position du Conseil, et donc le texte proposé par le Conseil, il faut désormais une majorité absolue des membres du Parlement. Conséquence, les absents et les abstentions cessent de compter pour rien, ils jouent de fait en faveur du texte du Conseil. Alors le seuil requis pour cette majorité absolue était de 360 voix, mais le 9 juillet, et c'est donc le troisième temps, c'est une majorité simple qui va s'exprimer, qui va se prononcer pour le rejet du texte. 314 voix vont s'exprimer pour le rejet et donc vous comprenez qu'il nous manque 46 voix pour atteindre la majorité absolue et rejeter de manière définitive ce texte. Alors, retenez ce paradoxe, en fait, une majorité s'exprime, une majorité pour le rejet, mais le rejet échoue. Non pas parce que le texte a convaincu, mais parce qu'il n'a pas été rejeté assez fort. Mais il faut bien comprendre ce que le Parlement a voté ce jour-là, parce que c'est là que tout se joue. Alors, en deuxième lecture, le Parlement européen n'a que 3 portes devant lui. Première porte, il approuve le texte du Conseil et celui-ci devient la loi. Deuxième porte, il le rejette et le texte est mort. Troisième porte, il l'amende, il le modifie et dans ce cas, le texte ne devient pas loi, il repart au Conseil. Et c'est exactement la troisième porte que le Parlement a empruntée en réalité le 9 juillet. D'un côté, il n'a pas réussi à rejeter le texte, faute d'atteindre la majorité absolue, mais de l'autre, il l'a amendé, il a voté pour exclure du dispositif les communications chiffrées de bout en bout. Donc c'est quand même une bonne nouvelle à ce niveau-là. Et donc à partir du moment où il amende le texte, la suite est automatique, le texte retourne dans le camp du Conseil. Et là, 2 issues sont possibles. Soit le Conseil accepte les amendements du Parlement et le règlement est adopté avec le garde-fou sur le chiffrement, soit il les refuse et donc s'ouvre alors une dernière étape de négociation, ce qu'on appelle le comité de conciliation. Et là, le Conseil va disposer de 3 mois pour se prononcer. Alors, conséquence, tant que le Conseil ne s'est pas prononcé, rien n'est en vigueur. Le scan volontaire n'a donc pas été rétabli le 9 juillet 2026. Au moment où je vous parle, la dérogation est toujours expirée. Elle est expirée depuis avril 2026. Et donc, en réalité, qu'est-ce qui s'est passé le 9 juillet? C'est plus une intention de faire revivre la dérogation jusqu'en avril 2028 qui a été actée. Pour l'instant, rien n'a été entériné. Donc ça, vous l'avez compris, c'est bien de chat control 1.0 dont il est question.
Et maintenant, il faut se poser la question, qu'est-ce qui risque de se passer à court, moyen et long terme? Alors, premier horizon, Chat Control 1.0, dans les 3 mois, voilà, affaire à suivre. Aujourd'hui, la balle est dans le camp du Conseil. Soit il accepte l'exclusion du chiffrement voté par le Parlement et le règlement est adopté avec ce garde-fou, soit il la refuse et c'est la conciliation avec des mois de négociations supplémentaires. Rien n'est joué à ce niveau-là. Deuxième horizon, et celui-là, vous l'avez compris, c'est le plus dangereux, c'est la vraie menace, le 2.0, le règlement permanent qui correspond donc à la proposition de 2022, toujours en négociation entre le Parlement, le Conseil et la Commission. Les négociations ont repris sous une présidence désormais irlandaise. Mais aujourd'hui, le fond de la discussion n'est toujours pas réglé. Est-ce que l'on va vers une détection généralisée, sans soupçon, vers une détection ciblée, ordonnée par un juge, et surtout une question de fond qui est fondamentale d'un point de vue liberté publique, vie privée, mais également cybersécurité. Peut-on imposer un scan aux messageries chiffrées de bout en bout? Et c'est là où se trouve en réalité le danger de fond. 2.0 ne parle plus d'autorisation mais d'obligation de scanner de manière généralisée. Il transforme une faculté en devoir permanent et c'est une bascule qu'il va falloir surveiller. Troisième horizon, c'est cette arithmétique du Conseil avec cette procédure d'urgence. Vous l'avez compris. Alors, normalement, le Chat Control 2.0 suppose une majorité, une adoption à la majorité qualifiée. Et une majorité qualifiée au sens du traité sur l'Union européenne, mais également du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ça requiert normalement 2 conditions cumulatives. Au moins 55% des États membres qui votent pour et des États représentant au moins 65% de la population de l'Union européenne. Donc c'est une double condition, une condition cumulative. Et c'est ce qui rend la position de l'Allemagne décisive, puisque l'Allemagne est l'État le plus peuplé de l'Union européenne. Donc si elle s'oppose ou qu'elle s'abstient au moment du vote, en réalité, le seuil des 65% des États représentant donc au moins 65% de la population de l'Union devient de facto quasiment impossible à atteindre. Mais on l'a vu, le mois de juillet de 2026 nous apporte un enseignement important à ce niveau-là, puisque un texte peut perdre les voix, mais gagner la procédure. C'est un petit peu l'enseignement qu'il faut retenir de ce mois de juillet 2026. Est-ce que l'Union européenne ne va pas tout de même trouver un moyen procédural d'aller vers l'adoption du règlement européen? Alors, maintenant qu'on a parlé du cadre juridique, de la procédure, il faut parler du fond du problème. Et ce pourquoi le texte est à mon sens particulièrement dangereux. Alors moi, je vais soutenir une thèse assez directe, assez franche. Je ne crois pas que ce dispositif soit d'abord pensé pour protéger les enfants. Non pas parce que le sujet n'est pas grave, bien au contraire, et vous savez que c'est depuis toujours l'un de mes combats principaux, il l'est terriblement, mais parce que les institutions européennes, en réalité, nous donnent elles-mêmes des éléments pour en douter. Alors, premier élément, qui est d'ailleurs un élément qui est décrit par le Conseil de l'Union européenne lui-même. Aujourd'hui, il faut bien comprendre que la violence sexuelle, sous toutes ses formes, et les abus sexuels commis à l'encontre des enfants, alors dans l'Union européenne, on parle d'un enfant sur 5 qui est abusé sexuellement, donc c'est absolument énorme, sauf qu'une écrasante majorité de cette violence sexuelle, en réalité, a lieu dans le cercle de confiance de l'enfant. Entre 70% et 85% des enfants victimes connaissent leur agresseur
Et d'ailleurs, un tiers de ces enfants abusés n'en parlent jamais à personne. Alors, dans le cercle de confiance, de quoi s'agit-il? Il s'agit de l'école, de la famille, du cadre extrascolaire, périscolaire. On l'a vu bien évidemment avec les affaires du périscolaire parisien. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, cela signifie que le drame de la violence sexuelle, en réalité, il est massivement dans le cercle de confiance de l'enfant. Il se joue donc hors ligne pour toute cette majorité-là, même si, bien évidemment, tout ce qui se passe en ligne est absolument ubuesque, est absolument malheureusement terrifiant. Donc, eh bien, le constat que je pose, que propose aujourd'hui Chat Control face à cette violence qui se passe dans le cercle familial, dans le cercle proche de l'enfant scolaire, extrascolaire? Absolument rien. En réalité, il propose une surveillance généralisée de nos messageries privées à l'égard donc des conversations de 450 millions de citoyens de l'Union européenne. Donc, si j'ose une métaphore, eh bien on a un décalage total entre le diagnostic et le remède. Et donc c'est bien ici le premier indice de ce que l'enfance sert ici de bannière, de motif, plus que d'objectif. Et d'ailleurs, vous l'avez vous-même constaté, il n'y a pas de réponse judiciaire, il n'y a pas de réponse institutionnelle à cette violence sexuelle commise à l'égard des enfants, et toutes les dernières affaires n'ont fait que le prouver. Autre argument, si on peut parler d'arguments, alors là, ce ne sont même plus les militants, ce ne sont même plus les observateurs, ce sont les propres institutions de l'Union européenne, les gardiens institutionnels des droits fondamentaux, puisque le Comité européen de la protection des données et le contrôleur européen de la protection des données eux-mêmes sonnent l'alarme en disant bien évidemment que la technologie de pédopiégeage qui va se jouer derrière tout ça, en réalité elle est probabiliste, elle crée des faux positifs avec un taux d'erreur qui est sensiblement important, et donc l'ingérence qu'il va y avoir derrière tout ça, avec un scan généralisé de la messagerie, y compris de la messagerie chiffrée de bout en bout, ne justifie pas en proportion ce qu'il va se jouer par rapport à tout cela. Donc, aujourd'hui, on est face à un constat, c'est que le chiffrement de bout en bout, qui est un outil fondamental de votre vie privée, va s'affaiblir. On va créer, comme le disent des spécialistes, une porte dérobée. On va augmenter aussi le risque d'incident cybersécurité. On va augmenter le risque que vos données personnelles soient accessibles à des tiers et donc augmenter le risque cyber par définition. Et finalement, tout ceci ne justifie pas les résultats auxquels on pourrait s'attendre avec ces scans dont la technologie, en fait, aujourd'hui n'est absolument pas éprouvée. Donc la thèse que je défends est celle-ci. En conclusion, quand l'énergie politique se concentre sur une architecture de surveillance des communications alors que le phénomène est d'abord un drame domestique, familial, scolaire, extrascolaire, périscolaire, très clairement, mon sentiment, c'est que la protection de l'enfance ici fonctionne comme un étendard et non pas comme un réel objectif. N'oublions pas ces chiffres, un enfant sur 5, alors un enfant sur 5 victime de violences sexuelles, mais est-ce que l'urgence c'était vraiment la surveillance généralisée? Permettez-moi d'en douter. Alors, à très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à liker.